Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour le tout premier update lecture sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 graphiques, parmi lesquels un manga, une bande dessinée et un petit ovni, un livre illustré qui n'est pas vraiment un album, car il y a beaucoup de texte, vous verrez. Je vais également vous parler de 2 romans, ou plutôt d'un roman et d'une saga de romans. J'ai décidé de vous parler de tous les tomes à la fois de la saga, car je l'ai lu vraiment d'une traite, et donc pour moi c'est un petit peu, les tomes sont un petit peu indissociables. J'ai même envie de dire que des fois les barrières entre les tomes, les limites de chacun sont un petit peu floues dans ma tête, étant donné que je les ai lus vraiment en les enchaînant. Donc difficile de mettre des limites vraiment franches pour ceci. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer par les graphiques pour ensuite aller vers les romans et finir sur la saga dont je veux vous parler. Alors, tout d'abord, le premier graphique, c'est un manga. Je vais un petit peu vous parler des 2 tomes. J'ai lu le premier tome un petit peu plus tôt, je crois, courant du mois de mars, et le second tome en avril, début avril. Je veux donc vous parler de ce manga, cette petite beauté, Les carnets de l'apothicaire, le tome 1 et le tome 2. Alors, en plus de la couverture qui franchement est magnifique et a fortement contribué au fait que j'ai craqué, le titre a été vraiment pour moi, je pense, la chose qui m'a fait craquer. En effet, je suis passionnée par les herbes, par les poisons, par tout ça, l'apothicaire, les apothicaires, tout ce qui va avec. Quand j'ai lu dans le résumé poison, en plus du titre écrit apothicaire, je me suis lancée et j'ai bien fait car j'ai adoré ce manga. On y suit Mao Mao, une jeune fille de 17 ans, qui a vécu dans le quartier des plaisirs, dans lequel elle a été formée par un apothicaire dès son plus jeune âge. Tout va basculer pour elle le jour où elle va être enlevée et vendue au palais impérial en tant que servante. Là-bas, elle essaye de rester vraiment le plus en retrait possible, de rester très discrète, de ne pas se faire repérer. Mais tout va basculer quand elle apprendra que les princes nouveau-nés tombent tous malades et meurent les uns après les autres. Son instinct va prendre le dessus, elle ne va pas résister à enquêter sur ceci, et son amour des poisons va revenir en force. Quand elle va découvrir quelle est la chose qui fait que les princes tombent malades, elle va prévenir leur mère pour éviter que cela ne se reproduise et que ça continue en fait. En faisant ça, elle va se faire repérer par Jinchi, qui est un haut fonctionnaire. Voyant le talent qu'elle a et trouvant ça un petit peu gâché, on va dire, qu'elle soit servante, il va la promettre au rang de goûteuse personnelle de l'empereur. Et elle va donc devoir encore plus faire attention, car elle sait très bien que c'est une cour impériale, donc c'est un petit peu un nid de vipères, où il faut faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à tout en fait. Donc voilà pour le plot. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré ce manga, vraiment. J'ai vraiment pas regretté de l'avoir lu. Ce premier tome reste très introductif, mais j'ai envie de dire comme tous les premiers tomes de manga, je pense que j'en ai pas lu un seul où le premier tome ne soit pas introductif. Mais c'est génial. C'est génial, j'adore le dessin. Je trouve que c'est un petit peu différent des autres mangas que j'ai pu lire. Je n'en lis vraiment pas beaucoup et ça fait vraiment pas longtemps que je m'y suis mise. Notamment, je lis Minuscule et l'Atelier des Sorciers, où je trouve que les dessins sont très fournis. Et là, non. Là, je trouve que c'est moins le cas. Les dessins sont plus simples, vont plus à l'essentiel, mais ils n'en restent pas moins magnifiques. Quant à l'histoire, ça m'a vraiment plu. Moi, je dis, dès qu'on parle poison, je suis intéressée. En plus, je trouve que Mao Mao est très intéressante à suivre. C'est pas du tout une héroïne gnangnan, elle a de la répartie, elle est réfléchie, elle est pétillante en même temps, et dans ce tome 2, on la découvre encore plus. Et vraiment, j'adore. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Les intrigues à la cour, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, on y est vraiment dedans. On voit tous les conflits qu'il peut y avoir. Le personnage de Jinchi est très mystérieux. Il m'intéresse grandement. Et j'ai très hâte de voir ce qui va en être dans les prochains tomes. Je vais ensuite vous parler de cette BD qui est superbe. C'est La Sentinelle du Petit Peuple.
Je l'avais vue tout d'abord sur la chaîne de Pikiti, où elle m'avait beaucoup intriguée, c'était avant qu'elle sorte. Et ensuite, quand je l'ai vue en vitrine chez ma libraire, je me suis dit que j'allais tenter, parce que les dessins me tentaient beaucoup. Puis pareil, hein, toujours le titre, Sentinelle du Petit Peuple, la pommade de fée, car c'est le tome 1 qui s'appelle La pommade de fée. Dans cette BD, on suit Elina, une jeune fille qui va en vacances chez sa grand-mère, avec sa mère. Mais en fait, sa grand-mère est hospitalisée car elle a fait une mauvaise chute, donc elle est blessée. Elina va donc se retrouver chez elle, lui faire un petit bouquet de fleurs et découvrir que sa grand-mère était la sentinelle du petit peuple. Elle va donc découvrir tout ce petit peuple auquel elle ne s'attendait pas du tout, elle les découvre donc. Et il va s'en suivre toute une aventure. Alors, certes, ce n'est pas du tout, selon moi, un synopsis, original. Je suis d'accord. Mais cependant, pour moi, toutes les histoires comme ça sont bonnes à prendre du moment où elles sont bien faites. Et en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé cette BD, même si j'ai trouvé pas mal de petits points négatifs, notamment le fait que ça aille beaucoup trop vite. Mais on reste sur un format BD. Et donc c'est vrai qu'on a le choix entre un premier tome très introductif, où il ne se passe pas grand-chose, mais qui du coup prend un petit peu son temps, ou comme ici, un tome où il se passe pas mal de choses, mais qui du coup va vite. C'était donc la deuxième configuration pour celle-ci. C'est vrai qu'on est tout de suite plongé dans l'intrigue, tac tac tac, ça va très très vite. Mais je trouvais qu'il se passait vraiment beaucoup de choses, que les personnages étaient très chouettes, tout le petit peuple est très très beau, et vraiment le gros plus, je vais pas vous le cacher, c'est les dessins. Les dessins sont magnifiques, vraiment magnifiques, j'ai adoré. Je l'ai lu très très vite, mais j'ai passé un très très bon moment, donc j'ai hâte de voir ce que les prochains tomes vont nous réserver. On reste dans le côté graphique, et je vais donc vous présenter une des sagas vraiment que j'aime de tout mon cœur, enfin même plus précisément la maison d'édition, j'aime de tout mon cœur. Je veux parler de ceci. C'est donc la saga qui s'appelle Une saison chez les sorcières, qui est publiée aux éditions du Lumignon. Dans cette saga, on va retrouver un volume, un tome par saison. Pour le moment, il y en a 3 qui sont sortis. Donc le premier qui était l'automne, le second qui était l'hiver, et le printemps, que j'ai donc lu au printemps. Le 4e et, je pense, dernier tome qui s'intitule L'été doit sortir. Je crois qu'il est prévu pour le mois de mai. Si vous ne connaissez pas la maison des éditions du Lumignon, vraiment, vraiment, allez jeter un œil, car toutes leurs publications sont d'une qualité, mais vraiment grandiose. Grandiose. J'aime beaucoup ce qu'ils font, tant sur le fond que sur la forme, et je ne peux que vous conseiller d'aller voir. Je possède plusieurs de leurs ouvrages, notamment ces 3, qui sont pour moi des petits bonbons, et chaque saison, je prends un plaisir immense à les dévorer ou les découvrir. C'était la première fois que je lisais celui-ci. Dans ces histoires, on va suivre une maison un petit peu particulière en plein centre de la forêt. Dans cette maison vivent des sorcières. Pas une, pas deux, même pas 3 sorcières. Non, non, on parle là de 25 sorcières qui vivent dans une maison. C'est donc Anaïs Goldenberg, l'autrice, qui nous a créé des sorcières fabuleuses, vraiment fabuleuses, aux noms tous plus farfelus les uns que les autres, aux personnalités toutes plus folles et extravagantes les unes que les autres, avec chacune, on va dire, sa spécialité, que ce soit la cuisine, la gourmandise, les plantes. Elles sont géniales, vraiment, elles sont géniales. On s'y perd peut-être un petit peu au début parce qu'il y en a 25, comme je vous ai dit, mais j'adore. Et ce tome sur le printemps n'a pas fait exception à la règle, car je l'ai dévoré assise dans un champ. Vous pouvez le voir dans un vlog que j'ai publié le week-end dernier. Je vais vous mettre un petit quelque chose là ou là, je sais pas trop où c'est. Si ça vous intéresse d'aller le voir. Et c'était parfait, parfait. Le cadre était parfait, l'histoire était très chouette. À chaque fois, on les suit dans des petites aventures. J'aime beaucoup le lien qu'elles ont avec la forêt qui entoure leur maison, ainsi que ses petits habitants, c'est-à-dire les animaux. Alors, même si ce sont des aventures différentes à chaque saison, il y a un fil conducteur qui, pour moi, est très important, et je vous conseille donc de lire les tomes dans le bon ordre.
Plusieurs choses me plaisent énormément dans cette histoire. Donc déjà, je vous ai parlé voilà, des noms un petit peu farfelus avec des jeux de mots des sorcières. Il y a également mon personnage préféré, je crois, qui est un monstre gentil qui s'appelle Gros Gragrou et qui est le monstre le plus mignon de tout l'univers, selon moi. Je trouve également très intéressant le fait que dans chaque tome, les couleurs sont en accord avec la saison dont on parle et ça se ressent vraiment, vraiment. La nature est omniprésente et les dessins sont magnifiques. Je vous mettrai quelques plans de chacun des tomes pour que vous puissiez voir les différences. On est sur un petit peu un hybride parce qu'il y a beaucoup de dessins mais il y a quand même pas mal de textes. Je trouve qu'il devrait y avoir un petit bémol, c'est que ce sont des livres pour enfants, mais pour moi, peut-être un petit peu moins dans ce tome-ci, mais peut-être parce que je suis habituée, mais je trouve que le vocabulaire peut être assez difficile, les tournures de phrases peuvent être assez difficiles pour des enfants. Mais pour des adultes, c'est absolument parfait. Donc si vous aimez les beaux dessins, si vous aimez les ouvrages qui parlent du petit peuple, des sorcières, de la forêt, allez voir ce que font les éditions de Luminion, vous ne le regretterez pas, croyez-moi. On passe maintenant au roman. Et je vais commencer par une déception. C'est ma lecture la plus récente, pour tout vous dire. Je l'ai finie il y a pas très longtemps, hier. Et j'ai été quand même assez déçue. C'est pas une mauvaise lecture non plus, hein. Je l'ai fini. Si ça avait été une vraiment mauvaise lecture, je l'aurais abandonnée. Et non, je voulais quand même finir. Voilà, je l'ai lu en entier, mais j'ai été quand même sacrément déçue. Et je vous parle des Saisons de la Tempête, publié aux éditions de Saxius et écrit par El Cosimano. J'attendais ce livre avec grande impatience. Je sais pas si c'est nécessaire de vous faire vraiment le pitch, étant donné qu'on l'a vu passer de partout, car c'est une sortie récente chez De Saxius. Et en général, leurs ouvrages font le buzz et on les voit de partout. Mais je vais quand même vous faire un court résumé, au cas où vous ne l'auriez pas vu passer. On est dans un univers où les saisons ont des incarnations physiques. Ce sont donc des personnes comme vous et moi. Et pour que le cycle soit continu, chaque saison doit tuer celle qui suit. Le printemps doit donc tuer l'hiver, l'hiver doit donc tuer l'automne, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la boucle soit bouclée et que les saisons puissent prendre chacune la place de l'autre. Sauf que, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Il va y avoir une histoire d'amour entre une printemps et un hiver. Donc la printemps qui est censée tuer l'hiver à chaque fois, ils vont tomber amoureux. Et à partir de là, ils vont se demander si tout ça est vraiment une fatalité et s'ils sont obligés de continuer ce cycle tel qu'il leur est imposé. Je vous avoue que le pitch me faisait énormément envie. C'était vraiment une des sorties que j'attendais avec le plus d'impatience. Sans trop en attendre non plus, sans en attendre quelque chose de concret, j'ai envie de dire. Je m'étais forcée à ne pas regarder trop d'avis anglophones. Même là, quand il est sorti, quand je l'ai lu, je n'ai pas regardé d'avis en français. Je voulais vraiment me faire mon propre avis. Et je trouvais que le pitch était tellement prometteur, tellement original. Sur ça, je reste sur mon avis. C'est vrai que c'est très original. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit souvent. Ça sort vraiment des sentiers battus. Mais sur la réalisation, j'ai eu de gros soucis pendant cette lecture. Tout d'abord, sur la forme. C'est un objet livre magnifique. Je l'ai en édition reliée. Il est absolument sublime. Mais il y a d'énormes erreurs de traduction, correction. Vraiment. Et ça m'a hérissée tant il y en avait qui étaient énormes. Et où je me suis dit, mais c'est pas possible. Un livre édité passe par vraiment plusieurs mains, plusieurs yeux avant d'être publié. C'est en tout cas normalement ce qui doit être fait. Et là, il y avait des choses mais qui me sautaient aux yeux, qui m'attaquaient les yeux. Il manque des mots, il y en a en trop. Les syntaxes sont des fois du copier-coller sur l'anglais. Et pour avoir fait des études d'anglais, je peux vous dire que ça ne peut pas marcher. On ne peut pas faire du mot pour mot de la syntaxe copier-coller. Ça donne quelque chose qui n'est pas digeste. Et là, c'était beaucoup le cas. Il y a également quelque chose qui m'a fait vraiment bondir. C'est certains mots qui ne sont pas traduits par la bonne chose. Je vous donne un exemple concret. On a donc une phrase
qui nous parle du fait qu'ils sont à un endroit sous terre. La phrase nous dit ici « Greenwich Park me semble aussi loin qu'un autre monde, et non au-dessus de moi, à un voyage en ascenseur, à travers 30 histoires de terre, dense et de pierre. » 30 histoires de pierre, ça ne veut rien dire. En fait, ayant fait de la traduction, je sais très bien la phrase originale. Dans ma tête, elle est venue tout de suite. Et qui était donc 30 stories. Sauf que le mot story n'est en aucun cas ici à traduire par histoire. C'est bien un mot qui signifie étage. Et cette phrase se retrouve plusieurs fois dans le livre. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Je n'ai pas marqué non plus la page, mais je sais qu'à un moment, il y avait quelque chose comme une chevelure floue, des cheveux flous. Et selon moi, c'était donc fuzzy hair. Mais dans ce cas, fuzzy ne veut pas du tout dire flou. Ça veut dire crépus. C'est pas du tout la même chose. Donc ça m'a posé de gros soucis. De Saxus m'a répondu lorsque j'ai partagé ce problème en story en me disant que c'était un énorme souci, qu'il y avait eu pas mal de retours sur cet ouvrage et qu'ils allaient du coup faire remonter ça à la direction. Mais honnêtement, moi, ça m'a énormément perturbée. Mais à part ça, parce que j'aurais pu passer outre, j'ai quand même continué à lire. Au-delà de ça, l'histoire m'a également posé souci dans le sens où je ne me suis pas du tout attachée aux personnages, à aucun d'entre eux. Il pouvait leur arriver quoi que ce soit, ça ne m'impactait pas en fait. Et pour moi, une histoire, pour qu'on soit touché, il faut que ça passe par les personnages. Il faut, même si on ne s'identifie pas à eux, il faut qu'on ressente quelque chose avec eux. Ça peut être de la haine, ça peut être de l'amour. Mais l'indifférence, du coup, ça marche pas trop en fait. Donc ça m'a été vraiment... ça m'a laissé de marbre. J'ai trouvé que le rythme aussi avait quelques soucis. Pour moi, quand il devait se passer des choses, quand il fallait que ça aille un peu vite, c'était très lent. Et au contraire, c'était trop rapide quand il y avait matière à ce que ça prenne son temps. Donc ça l'a pas vraiment fait pour moi. Je sais pas. Je sais pas si du coup c'est vraiment l'histoire en tant que telle. Et si du coup peut-être en anglais ça passerait mieux. Peut-être c'est juste la manière dont c'est traduit qui fait que pour moi ça l'a pas fait parce que les phrases n'avaient pas d'impact sur moi étant donné leur formulation. Je saurais pas vous dire. Mais je sais que ça a été une belle déception pour moi. Et qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça n'a pas pris quoi. Ça n'a pas pris avec moi. Donc, dommage, vraiment dommage. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez aimé et j'aimerais bien savoir quel est votre avis dessus si vous l'avez lu. Et enfin, je vais vous parler d'une saga entière. Je vais essayer d'être assez brève parce que c'est quand même une saga qui a 4 tomes plus une petite nouvelle et que c'est un énorme coup de cœur pour moi. Est-ce que vous avez deviné? Si vous avez vu mon vlog et mon book haul, vous vous doutez peut-être de ce dont je parle. Je parle bien évidemment de la saga ACOTAR par Sarah J. Maas. J'ai donc tous les tomes en anglais dans ces nouvelles couvertures. La petite nouvelle ainsi que le dernier tome à l'endroit, c'est mieux. Voilà. J'avoue que c'est ce dernier tome qui a fait que j'ai craqué pour la saga. À force de le voir partout, je me suis dit, ça fait des années que cette saga est dans ma wishlist. J'ai découvert Sarah J. Maas seulement en 2021 avec Kéléana, la nouvelle traduction chez La Martinière Jeunesse. Et j'ai adoré. Je me suis donc dit, allez, laissons sa chance à ACOTAR et tentons. Je me suis donc commandé les 4 tomes, à part le tout dernier qui est sorti, donc A Course of Silver Flames. Je les ai commandés en anglais dans ces éditions. Et je me suis dit, allez, allons-y. Je n'avais pas vraiment d'appréhension, mais je sais pas pourquoi j'avais pas lu de Sarah J. Maas avant. Je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, j'ai peut-être bien fait de le faire maintenant, car ça a été un énorme coup de cœur. La saga, en général, a été un énorme coup de cœur. Je vais vous parler un petit peu plus précisément seulement du tome 1, parce que voilà, je peux pas vous spoiler les autres. Et donc, je vais vous faire le résumé seulement de ce petit tome en vous disant qu'on suit Feyre, une humaine,
qui vit dans la pauvreté avec ses 2 sœurs et leur père, dans une maison miteuse. Et Feyre est obligée de chasser pour les nourrir. Ces 2 sœurs ne font rien. En fait, il faut savoir que leur famille était très riche avant de tomber dans cette pauvreté extrême. Et que donc elles avaient tout ce qu'elles voulaient, elles n'ont jamais souffert de rien, elles étaient très bien vues, elles étaient voilà, très riches. Et elles ont sombré dans la pauvreté et elles n'arrivent pas vraiment à l'accepter. Feyre l'a accepté, n'a pas vraiment le choix. Et c'est la seule à faire quelque chose pour les maintenir tous en vie. Sauf que pendant une de ces chasses, elle va tomber sur un énorme loup. Et elle va se poser plein de questions dans sa tête. Il faut savoir que dans ce monde, il y a 2 royaumes séparés par un mur, le royaume des Fae et le royaume des humains. Ce mur est censé être infranchissable, mais il y a quand même des trous qui permettent aux uns et aux autres de passer d'un côté et de l'autre. Et Feyre, quand elle va voir cet énorme loup, il lui semble anormal et elle se demande si c'est un Fae ou pas. Et elle va le tuer. Je ne vous en dis pas plus, mais elle va donc se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus grand. Elle va se faire emporter, il va se passer quelque chose. À savoir que ce premier tome est un petit peu un retelling de La Belle et la Bête. Mais ça s'arrête après ce premier tome. Après celui-ci, on n'est plus du tout là-dedans. Ce premier tome m'a fait un petit peu peur, je dois l'avouer, parce que toute la première moitié, j'ai pas accroché en fait. Vraiment, j'ai pas accroché. Je me suis dit, mais ma pauvre, tu t'es acheté 4 livres, tu les as payés une petite blinde, t'as payé des frais de port, et en fait, ben, t'aimes pas. Mais ça n'a pas duré, je vous rassure, ça n'a pas duré, parce qu'à partir de la seconde moitié du premier tome, j'ai adoré, et j'ai tellement accroché que j'ai enchaîné sur le tome 2, le tome 3, le tome 3 et demi, et le tome 4. Et je n'ai rien lu entre tous ces livres. Donc, c'est pour vous dire à quel point, malgré un début un petit peu infructueux, le reste a payé et largement. Que vous dire sur cette saga? Que vous dire si ce n'est que je n'avais pas autant accroché avec une saga depuis fort longtemps et qu'elle a pris une place très haut dans mon cœur immédiatement. En la lisant, je savais que ce n'était pas la seule fois où je la lirais. C'est-à-dire qu'à peine attaqué le tome 2, je savais déjà que c'est une saga que je relirais sans m'en lasser. Et ça, c'est beau. Et ça n'arrive pas souvent. Et j'ai tout aimé. Il y a beaucoup de choses qui me posent problème. Hein. Je vous l'avoue, il y a pas mal de choses qui sont mal faites, qui sont pas bien abordées, Mais il y a tellement de choses... Oups, pardon. Il y a tellement de choses que j'ai aimées que tous les petits défauts, en fait, je les ai occultés, vraiment. Ils sont passés ailleurs, je les ai pas vus. Je les voyais, mais sans les voir. Déjà, les personnages, la construction des personnages est absolument fabuleuse. Vraiment fabuleuse. On s'y attache énormément. Donc là, voilà, vous pouvez voir le contraste entre le livre précédent dont je vous ai parlé, Les Saisons de la Tempête, où pour moi les personnages étaient complètement plats, complètement inintéressants, et cette saga qui a su charmer mon cœur de par ses personnages tellement bien travaillés, tellement bien construits. On sent que, voilà, c'est comme s'ils existaient, ils ont leurs faiblesses, leurs points forts, ils sont vraiment gris et c'est très intéressant. Les relations évoluent, il y a tellement de choses qui se passent, tellement. Dans toute la saga, on ne s'ennuie jamais. J'ai compris grâce à cette saga que en fait la romantasy, c'est-à-dire la romance dans la fantasy, ne me gênait pas tant que ça. Parce qu'avant de lire ça, j'étais un petit peu réticente à chaque fois. Et en fait, j'ai compris que du moment où je sais que ça va être une romantasy et que c'est bien fait, eh ben j'adore. Donc c'est plutôt chouette. Et je dois dire que le côté romance est très bien traité. Petite chose à savoir, si vous ne le savez pas, il y a beaucoup de scènes olé, pas forcément énormément dans ce premier tome, mais dans tout le reste, il y en a beaucoup. Personnellement, ça ne me gêne pas du tout. Il y a des fois où ça me gêne énormément, surtout quand je lis de la romance, on va dire, et où j'ai été très fortement gênée plusieurs fois par la manière dont c'était écrit. Je ne sais pas si c'est le fait aussi que je l'ai lu en anglais. Je sais que pour moi, ça passe souvent beaucoup mieux en anglais qu'en français. Parce que des fois en français, je me dis non, mais c'est pas possible d'écrire ça comme ça pour parler de ça. Mais là, non, là, ça n'a pas été le cas. J'ai
grandement apprécié toutes ces scènes. Elles ne m'ont pas du tout dérangée. Elles étaient très bien écrites selon moi. Et Sarah J. Maas, elle a pris vraiment une place comme autrice de choix dans mon cœur. Et je sais très bien que là, il me reste Crescent City à lire et finir Throne of Glass, que je vais finir en anglais parce que j'accroche vraiment. Et je sais très bien que ce sera maintenant un auto-buy pour moi. Donc dès que je verrai un de ces titres, je pense que je l'achèterai. Si vous n'avez pas encore lu ACOTAR, si vous êtes comme moi, que vous ne savez pas pourquoi, c'est resté à la trappe pour vous pendant tout ce temps, et que vous hésitez, essayez. Mais je ne peux que vous conseiller de ne pas vous en tenir à la première moitié de ce premier tome. Parce que je pense que ça peut en décourager plus d'un, et ce n'est pas du tout représentatif de la suite de la saga, de toute la saga en fait. C'est vraiment l'exception à la saga, ce tout début de saga. Donc, tant mieux, dans un sens, mais peut-être tant pis, parce que je me dis, vu que c'est le début, pas mal de gens vont peut-être abandonner, alors que le reste est une pépite, vraiment une pépite. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part que je suis amoureuse de ces personnages, qu'ils restent en moi, et que je sais qu'ils vont rester en moi, si ce n'est pour toujours, en tout cas pendant très longtemps. Et que cette histoire reste dans ma tête, et revient, que je vois des représentations de ces personnages, je vois des actions, je pense à eux très souvent. Et ça, pour moi, c'est le signe que les livres sont un coup de cœur, car ils restent en vous pendant longtemps après la lecture. Ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, mais je sens déjà que ça va rester en moi pendant très très longtemps. Donc, je ne peux que vous le conseiller si vous n'êtes pas allergique aux scènes olé olé dans les romans, si vous aimez la romance, si vous aimez la fantaisie, des mondes bien construits, des personnages très attachants. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai vraiment ressenti toutes sortes d'émotions en lisant toute cette saga et je suis vraiment très heureuse d'avoir connu cette autrice et de m'être mise à lire ses livres. Je sens que la saga Throne of Glass, donc c'est Keleana, je sens que je suis pas au bout de mes surprises également avec cette saga et qu'elle est en passe d'elle aussi devenir une de mes sagas chouchoutes. Je vous retrouverai donc dans un prochain update lecture pour vous en parler, je pense. Voilà, ça conclut mon update. J'espère que la lumière n'a pas été trop changeante parce qu'en ce moment, le soleil chez moi fait une course un petit peu étrange au-dessus de la seule fenêtre de mon salon et que ça peut vraiment tout changer. Donc j'espère qu'au montage, je vais pas me maudire, que je vais pas avoir à recommencer. Si vous voyez ce plan, c'est que j'ai décidé quand même de le publier. Et voilà, je vous souhaite donc une très bonne journée, soirée, semaine, tout dépend le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous invite, si vous avez aimé, à aller voir mes autres vidéos. Ma chaîne est toute nouvelle, donc c'est vrai que le moindre pouce en l'air, le moindre petit abonnement, les moindres petits commentaires peuvent grandement m'aider. Et puis j'adore discuter avec vous dans les commentaires. Je n'ai publié que 2 vidéos pour l'instant, mais je trouve qu'il y a une très bonne énergie, que vraiment j'adore discuter avec vous, j'adore voir vos petits commentaires, voir ce qui vous a plu dans mes vidéos, les livres que vous lisez. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me donner votre avis sur ces livres si vous les avez lus ou s'ils vous intéressent. Je ne peux que vous encourager une fois de plus, si vous ne connaissez pas, à aller découvrir les éditions du Luminion qui sont vraiment une de mes maisons d'édition préférées. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.